La transition énergétique est le point le plus important et le plus urgent de la crise écologique. Elle exige de s'informer sérieusement, même si tout cela peut nous paraître quelquefois compliqué, et surtout éviter les décisions dogmatiques et non chiffrées. Nous pouvons pour cela nous inspirer de la devise de Spinoza. Voici le plan que nous allons adopter au cours de cet exposé. Tout d'abord, il est indispensable de bien comprendre quelques définitions préalables. Ensuite, nous évoquerons les différentes sources d'énergie, leurs avantages et leurs faiblesses. Enfin, nous envisagerons l'intermittence de la fourniture d'énergie. En effet, certaines sources sont incontrôlables et nécessitent d'être relayées de façon à ce que chaque homme, chaque personne, chaque foyer puisse disposer d'énergie au moment où il en a besoin. Voici 3 définitions préalables qu'il faut bien maîtriser pour comprendre la suite de l'exposé. D'abord, la différence entre puissance et énergie. Ensuite, le deuxième point, c'est le coefficient de charge. Et le troisième point, c'est la distinction entre énergie primaire par rapport à énergie finale. La puissance, c'est la capacité qu'a une source d'énergie à un instant donné pour produire de l'énergie. L'énergie, elle, c'est le produit de cette puissance par le temps. Le temps, en général, c'est l'année pour les comparaisons d'énergie dans les années qui se suivent. La puissance, voici les unités qui sont utilisées couramment. Le kilowatt, c'est-à-dire 1000 watts. Le mégawatt, c'est-à-dire 1 million de watts ou 1000 kilowatts. Le gigawatt, c'est-à-dire 1000 mégawatts ou 1 million de kilowatts. À titre d'exemple, 10 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont une puissance de 1 kW. Une éolienne, par exemple, en moyenne, ça dépend de la technologie qui est employée et qui s'améliore d'année en année, une éolienne, c'est 2 MW. Et enfin, un réacteur nucléaire ou une centrale au charbon, au fioul ou au gaz, c'est en général 1 gigawatt. L'énergie produite maintenant. Quelles sont les unités? Tout d'abord, le kilowattheure, qui correspond à 3,6 mégajoules. Le mégawattheure, qui correspond à 1000 kilowattheures. Le gigawattheure à 1 million de kilowattheures. Et le térawattheure à 1 milliard de kilowattheures. Une autre unité qui est quelquefois utilisée, c'est la tonne d'équivalent pétrole, la TEP, qui est égale à 11 630 kWh. À titre d'exemple aussi, un ménage français consomme en moyenne chaque année 7000 kWh. La France consomme chaque année autour de 500 TWh d'électricité. Le coefficient de charge maintenant. C'est très important de bien saisir son sens. C'est le rapport entre ce que produit effectivement une source d'énergie sur une année, c'est-à-dire 8760 heures, et ce qu'elle pourrait produire si elle tournait à plein régime pendant le même temps. Par exemple, le coefficient de charge d'une éolienne est autour de 20%, entre 20 et 23%. Une centrale thermique, que ce soit au charbon, nucléaire, etc., théoriquement, ça pourrait être de 100%, mais en fait, avec les temps d'entretien, c'est plutôt de l'ordre de 70-80%. Enfin, le photovoltaïque est de 11%.
Très important aussi de retenir pour le coefficient de charge. Ce coefficient de charge est très différent selon le type de source énergétique. Par exemple, l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque sont très intermittentes, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie produite par les éoliennes quand il y a du vent, et il n'y en a pas quand il n'y a pas de vent. Les photovoltaïques donnent le jour et ne donnent pas la nuit. Donc, en plus de ça, comme les sources photovoltaïques et éoliennes sont prioritaires sur le réseau, elles peuvent gêner les autres sources qui sont chargées de prendre leur place la nuit ou quand il n'y a pas de vent. Voici par exemple pour l'année 2016 et pour la fourniture d'électricité les coefficients de charge des différentes sources d'énergie. Le nucléaire est à 69%, c'est-à-dire autour de 70%, parce qu'il est prioritaire sur le réseau. On n'arrête pas très facilement une centrale nucléaire. Le charbon, lui, il vient pour combler les déficiences du photovoltaïque et de l'éolien. Donc il ne fonctionne que quand ces énergies ne sont pas disponibles sur le réseau. Il en est de même du fioul que vous voyez qui est très bas parce que les centrales à fioul sont très peu utilisées seulement quand il n'y a pas de vent ou la nuit. Il en est de même du gaz, 34%, de l'hydraulique qui sert aussi à boucher les trous, si je puis dire, de la production d'énergie. Et d'autre part, les barrages, on le verra tout à l'heure, ne peuvent pas donner en continu, on ne peut pas vider un lac de montagne. Donc, et enfin, l'éolien, le photovoltaïque, c'est les valeurs que je vous ai données tout à l'heure. Je vous rappelle, ils sont prioritaires sur le réseau. Et ça, c'est ce qu'ils peuvent donner en maximum chaque année. L'énergie primaire, c'est la source d'énergie qui est disponible ou éventuellement importée. L'énergie finale, c'est l'énergie qui est consommée après transformation. Et le coefficient de transformation est environ de 50% de l'énergie primaire en moyenne. Toutes les énergies primaires, certains disent qu'elles sont gratuites. C'est vrai que le charbon, le pétrole, le gaz, en tant que matière première, c'est l'extraction qui est payante, mais ce n'est pas la matière elle-même. Ensuite, on parle assez souvent de vecteurs d'énergie. Le gaz, les carburants et surtout l'électricité sont des vecteurs d'énergie. L'électricité en elle-même n'est pas une énergie, c'est une source d'énergie après transformation de d'autres sources d'énergie. Quelles sont les énergies primaires dont nous disposons? Il y a d'abord la Terre. La Terre, les calories emmagasinées par la Terre, emmagasinées par les océans, les énergies fossiles aussi, et enfin les énergies de la radioactivité terrestre, puisque notre planète est radioactive depuis très longtemps et continue de l'être. Deuxièmement, il y a le Soleil, qui est une source énorme d'énergie, en produisant des infrarouges, des rayonnements infrarouges, et aussi des photons lumineux qui peuvent servir dans le photovoltaïque. Il y a les calories de l'air qui peuvent servir dans les pompes à chaleur RR ou RO, les calories des océans, le vent et les réserves hydrauliques qui peuvent servir à produire de l'électricité. Enfin, une énergie moins importante, c'est l'énergie lunaire. Les marées sont sous l'influence de l'attraction lunaire et peuvent être utilisées pour produire elles aussi de l'énergie. Les énergies de la Terre. Rappelons que le cœur de la Terre, à 6000 km de profondeur, a une température qui est de l'ordre de 5000 degrés centigrades. En surface, cette température est en moyenne de 15 degrés centigrades. Et donc il y a toute une variation entre la surface et le cœur de la Terre. À moins de 500 mètres, donc à 500 mètres de profondeur, la température est déjà de 30 degrés. Et à moins
de 2000 mètres, elle est de 80 degrés. Il existe donc des gradients de température selon la nature des couches géologiques, des failles et même des nappes d'eau. La radioactivité terrestre maintenant. À l'origine, notre planète devait être très radioactive, beaucoup plus que maintenant. On estime que cette décroissance se poursuit. Chaque jour, 1000 tonnes de radioéléments se transforment en éléments stables, c'est-à-dire non radioactifs. Ces radioéléments et des isotopes instables, donc radioactifs, les principaux d'entre eux, pour notre utilisation énergétique, sont l'uranium 235 et le thorium 232. Le premier, l'uranium, est beaucoup plus utilisé, mais le thorium est étudié et pourrait devenir lui aussi une source d'énergie. Alors maintenant, les énergies fossiles carbonées, qui sont nos grands ennemis, qui sont les sources qu'il va falloir réduire très fortement pour réduire la production de gaz à effet de serre, ce sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Et je vous ai donné ici les réserves estimées de chacune d'elles. La plus dangereuse et la plus polluante, c'est le charbon, et c'est malheureusement la plus abondante. Elle est estimée à 450 milliards de tonnes équivalent pétrole. Le pétrole, lui, il est à 230 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. On nous signale depuis très longtemps qu'il va y avoir bientôt un pic de production de pétrole et qu'ensuite cette source d'énergie va décroître, mais on n'est pas encore très sûr de la décroissance. Enfin, le gaz naturel, malheureusement, c'est celui qui est le moins polluant des trois, a une réserve estimée à 70 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Voici les principaux pays disposant de réserves de charbon. La Chine, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Kazakhstan, la Pologne, la Russie, l'Ukraine et l'Afrique du Sud. À eux 9, ils disposent de 90% des réserves mondiales. Bien entendu, ces pays ne sont pas très disposés à se priver de l'énergie dont ils disposent pour développer leur économie. C'est pourquoi certains d'entre eux sont soit opposés aux accords de Paris, de la COP21 de Paris, soit réticents pour progresser dans la réduction des gaz à effet de serre. Quelles sont les caractéristiques principales des énergies qu'il nous faut prendre en considération pour faire le choix d'un mix, on appelle ça un mix énergétique? Premièrement, la plus importante de mon point de vue, c'est le dégagement de CO2 et des autres gaz à effet de serre, comme par exemple l'oxyde de soufre, le SO2, ou d'autres gaz. Deuxièmement, on en a parlé tout à l'heure, le coefficient de charge. Troisièmement, les réserves de la source d'énergie primaire, exprimée en tonnes d'équivalent pétrole, que nous venons de voir dans la précédente diapositive. Quatrièmement, la rapidité de mobilisation d'une source d'énergie. Il est beaucoup plus facile, par exemple, de démarrer une centrale d'électricité à gaz ou de l'énergie produite par un réservoir hydraulique. Il est beaucoup plus lent de mettre en route un réacteur nucléaire et bien sûr, alors l'éolien et le photovoltaïque sont beaucoup moins mobilisables quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil. Enfin, il reste 3 critères importants. Le coût de l'investissement par kilowatt, c'est-à-dire de puissance, la durée de vie et le prix de revient du kilowattheure qui est un peu une synthèse de tout ce qu'il y a avant. Nous verrons que, par exemple, les réacteurs nucléaires ou les centrales à charbon, à gaz et à fioul ont un coût d'investissement très lourd, mais une durée de vie qui est, elle, très longue par rapport à l'éolien ou par rapport au photovoltaïque. Voici un titre d'exemple, la quantité de CO2 en grammes
correspondant à la production d'1 kWh d'électricité, à titre d'exemple. Vous voyez que la catastrophe, c'est le charbon, qui malheureusement est la source d'énergie la plus utilisée dans le monde pour faire de l'électricité. Après, un peu moins polluant le fioul, encore moins polluant le gaz, et ensuite toute une série de sources qui sont le bois, qui est la biomasse, qui normalement est du CO2 qui provient de la photosynthèse, qui donc n'est pas considéré comme un gaz à effet de serre, mais est quand même produit. Le photovoltaïque qui est faible, mais enfin quand même assez élevé, parce que la production du silicium nécessaire pour les panneaux photovoltaïques exige d'utiliser des températures élevées et d'utiliser du carbone. Enfin, l'hydraulique est faible, l'éolien faible et le nucléaire est faible. C'est l'énergie, au point de vue production de CO2, la plus faible. Si on prend tout le cycle du carbone dégagé, non seulement pour la production d'électricité, mais même pour la construction des installations qui vont servir à donner l'électricité. Voici un graphique qui vous montre la production mondiale de gaz à effet de serre selon les pays. Il s'agit de l'année 2016. Vous voyez que notre planète, globalement, dégage chaque année plus de 32 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, c'est surtout le CO2, mais aussi le méthane et d'autres gaz, la vapeur d'eau aussi, mais enfin, ça c'est les nuages, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, les principaux producteurs, c'est la Chine, les États-Unis. Vous voyez que l'Europe, et à l'intérieur de l'Europe, la France, sont déjà plus modestes. Et vraiment, les pays qui en produisent le moins, qui sont par contre les plus peuplés, c'est l'Afrique. Voici donc résumé dans un tableau le graphique précédent. Les gaz à effet de serre en 2016, 28% de cette production venait de la Chine, ensuite venaient les États-Unis, l'Asie en excluant la Chine, c'est-à-dire surtout l'Inde, le Japon. L'Amérique du Sud, vous voyez que le chiffre est faible pour un continent aussi grand que l'Amérique du Sud. Encore plus faible, l'Afrique, qui est encore plus grande que l'Amérique du Sud. L'Union européenne est à un peu moins de 10%. Et à l'intérieur de cette Union européenne, la France est à 1,38%. Ce qui signifie simplement que si seulement la France fait un effort pour réduire ses gaz à effet de serre et que la Chine, par exemple, ou les États-Unis ne font aucun effort, la réduction ne se produira pas et le réchauffement climatique ira en s'accélérant. Si on rapporte maintenant la production de gaz à effet de serre par an à la population correspondante à chaque pays, nous pouvons constater que la Chine, qui nous paraissait vraiment le premier producteur de gaz à effet de serre, rapporté par habitant, on arrive à un chiffre qui est du même ordre que celui de la France et de l'Union européenne. Le reste demeure que les États-Unis sont vraiment par habitant le pays qui produit le plus de gaz à effet de serre. Et l'Afrique, vous pouvez le constater, le continent qui en produit le moins. Je vous ai mis en bas de ce tableau l'objectif pour 2050. Vous voyez que nous devrions redescendre tous les pays par habitant à la production de gaz à effet de serre de l'Afrique. Dernier commentaire important à propos de ce tableau, il s'agit dans ce tableau des gaz à effet de serre produits par pays et par habitant, mais la Chine produit nous exporte des produits vers les autres pays. Donc, certains considèrent que ce qui est produit pour l'exportation doit être affecté aux produits qui les reçoit. C'est-à-dire que dans le cas de la France, par exemple, on pense que
nos 6 et quelques tonnes d'équivalent gaz à effet de serre par an et par habitant devraient être pratiquement doublées à cause de nos importations depuis la Chine. Si nous importions en France, nous réinstallions en France un certain nombre d'usines qui sont en Chine, qui tournent avec du charbon, elles tourneraient en France avec probablement des sources beaucoup moins productrices de gaz à effet de serre, mais on doublerait, enfin on aurait tendance au moins à augmenter notre chiffre, presque à le doubler. Et réciproquement, quand nous exportons des produits qui correspondent à des productions de gaz à effet de serre en France, on devrait les affecter aux produits qui importent nos produits français. Voilà, ce sont les nuances qu'il faudrait apporter à ce tableau. Voici un graphique qui présente l'évolution des gaz à effet de serre de la France, c'est-à-dire ce qui a été produit par les Français comme gaz à effet de serre. Vous voyez que la réduction, on a été à un plateau jusqu'en 2005, et à partir de 2005, les différents efforts qui ont été engagés par le pays ont quand même un effet. C'est un effet qui est un peu en dents de scie, mais qui est quand même significatif, puisqu'on a réussi à baisser presque de 90 millions de tonnes d'équivalent pétrole, équivalent CO2, je veux dire. Là, en une dizaine d'années, la production de gaz à effet de serre, avec de temps en temps une année où on a eu tendance à remonter mais à rebaisser après. Si on prolonge cette courbe-là et qu'on veut arriver à l'objectif de la COP 21, il faudrait diminuer chaque année de 9 millions de tonnes la production de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Et je vous avais dit que parmi les caractéristiques des différentes sources d'énergie, il fallait prendre en considération le prix moyen du kilowattheure en intégrant tout, c'est-à-dire l'investissement dans l'appareil de production, le transport, etc., etc. Et voici pour la France en 2016 le prix du kilowattheure d'électricité selon les sources d'énergie. Vous voyez que la géothermie électrique qui existe à très faible quantité, on le verra tout à l'heure, est une des plus faibles, ce kilowattheure très intéressant. L'éolien terrestre ancien et le nouveau sont à des prix intéressants. L'éolien en mer, qui est très peu développé en France, c'est connu, mais pour les pays qui en ont beaucoup, c'est quand même plus cher que l'éolien terrestre. Le photovoltaïque est assez cher, mais son prix décroît d'année en année. Le photovoltaïque résidentiel, lui, est très cher, parce que installer 5, 10, 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur une maison individuelle, ça coûte cher, et pour finir, ça ne produit pas grand-chose, comme je vous l'avais montré à propos du coefficient de charge. Les centrales thermiques solaires pourraient avoir un excellent rendement, malheureusement, elles ne sont pas encore très développées en France. Le nucléaire historique, c'est-à-dire toutes les centrales qui ont été créées avant l'EPR, on donne 1 kWh, très bon marché et très peu émetteur de CO2. Alors l'EPR, je vous ai donné en dessous un chiffre qui est déjà dépassé puisque l'EPR est en retard. C'est un prototype qui a été mal calculé et on n'est pas à 11, on doit être à 15 maintenant. Voilà. Et enfin, vous avez le gaz qui est à 8. Le gaz sert surtout à combler les déficiences de l'éolien et du photovoltaïque quand il n'y a pas de vent ou quand c'est la nuit. Quelles caractéristiques, pour finir, faut-il retenir avec ces sources d'énergie ? Un des critères qui est intéressant, c'est les kilowattheures nécessaires, c'est-à-dire investissement et fonctionnement pour produire 1 kilowattheure. Le deuxième critère qui, de mon point de vue, me paraît le plus important, c'est le CO2 émis, investissement et fonctionnement, par kilowattheure produit. Et surtout, les euros dépensés, investissement et fonctionnement, par kilowattheure. Voilà, c'est ça qu'il faudrait retenir lorsqu'on veut faire des comparaisons entre les différentes sources d'énergie. Énergie primaire, dans le monde,
ou en France, exprimé en millions de tonnes équivalent pétrole. Voilà le bilan. Bon, ça date de 2013 et 2014. Vous voyez, la première chose, c'est que le monde utilise en priorité comme énergie primaire le pétrole et très très près de lui, presque au même niveau, le charbon, c'est-à-dire les deux plus polluantes et deux plus productrices de CO2. Vous pourrez constater à droite que la France, au contraire, elle utilise très peu ces sources d'énergie. Pour le charbon, ça va être bientôt zéro, parce qu'on est en train de fermer les dernières centrales à charbon, qui sont très polluantes. Ensuite, vous avez le gaz qui se développe de plus en plus, parce que le gaz produit du CO2, mais beaucoup moins que le pétrole et le charbon. Vous avez le nucléaire qui est moins développé, on en parlera tout à l'heure, mais en France, il est très développé. Et enfin, les énergies renouvelables, elles, sont en queue de peloton. Et dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables, la première, la plus importante, c'est l'hydraulique, c'est-à-dire les barrages. Nous allons voir maintenant un peu plus en détail chacune des sources d'énergie. Première chose à retenir, il n'y a aucune source d'énergie idéale. Chaque source d'énergie a des critères positifs et chacune a aussi des défauts qui peuvent être quelquefois importants. Voici le cas du charbon d'abord. C'est une source d'énergie fossile qui est la plus abondante dans le monde. C'est la première source d'énergie primaire pour l'électricité, on l'a vu tout à l'heure, et c'est presque la première source d'énergie primaire pour tout ce qui est utilisation. Son grand défaut, c'est d'être peu transportable, il est encombrant, et donc il est en général utilisé sur place, en général tout près, dans un port, pour les pays qui n'ont pas de charbon. Et c'est là qu'on installe les utilisateurs, c'est-à-dire les aciéries, les centrales, éventuellement les centrales électriques, etc. Et c'est un produit qui produit beaucoup de déchets, de gaz à effet de serre, entre autres le CO2, c'est le plus gros producteur de CO2. Et aussi, on n'en parle pas souvent, de cendres, qu'il faut bien écouler quelque part. Il produit aussi beaucoup de produits toxiques, des microparticules, du soufre, que maintenant on est obligé de supprimer en traitant les fumées. C'est la source la plus dangereuse pour la vie humaine. Les accidents de mines, il y en a encore qui se produisent dans le monde, en Chine, en Inde, et autrefois c'est ce qui se passait en France et en Angleterre. C'était une source d'énergie très dangereuse et en plus la silicose qui était transmise aux mineurs qui en général avaient une espérance de vie nettement inférieure au reste de la population. Enfin, il a un rendement de transformation qui est modeste, 35 à 45% de l'énergie peut être récupérée pour faire de l'électricité. Et quand on peut, à côté de la centrale électrique, utiliser le reste de la chaleur pour chauffer des immeubles, on a ce qu'on appelle la cogénération, on produit à la fois de la chaleur pour chauffer des immeubles ou des entreprises et en même temps de l'électricité. D'où vient l'électricité que nous utilisons sur notre planète? Ce sont des statistiques de 2013. La catastrophe, c'est que la principale source d'énergie pour faire de l'électricité, c'est le charbon, de loin par rapport au pétrole, par rapport au gaz, par rapport au nucléaire, par rapport à l'hydraulique et par rapport aux autres sources d'énergie. Et comme vous savez probablement, une des principales utilisations de l'électricité va être maintenant dans les transports, en particulier dans les voitures électriques, aussi un peu dans les camions électriques et dans les trains électriques. Donc en Chine, les voitures, c'est une aberration. Les voitures électriques, la Chine est le premier pays au point de vue production de voitures électriques. Elle produit des voitures électriques qui vont tourner avec l'électricité la plus polluante. Inversement, vous avez le cas de la France qui utilise surtout de l'énergie nucléaire ou de l'énergie renouvelable et un peu de gaz. On a une électricité très décarbonée. Donc une même technologie pour faire des économies de CO2, de dégagement à effet de serre, c'est
l'électricité, malheureusement, tout dépend de l'énergie primaire qui a servi à la production de cette électricité. Le pétrole, maintenant, vous avez vu que c'est une source d'énergie primaire importante. Il est majoritairement consacré au transport pour l'instant. Et le grand problème qui se pose à tous les pays, en particulier les pays très développés, c'est de sortir du pétrole pour les transports. On verra tout à l'heure les possibilités qui existent. Il est utilisé aussi dans l'industrie chimique pour les plastiques. Nous disposons dans le monde encore de réserves qui peuvent nous permettre de tourner pendant quelques dizaines d'années, mais on approche quand même un jour ou l'autre de la limite de nos réserves. Le gaz, c'est essentiellement pour le moment le gaz naturel, entre guillemets, c'est-à-dire le gaz qu'on trouve sous terre, qui est du méthane, un carbure d'hydrogène, un carbone et 4 hydrogènes. C'est un excellent vecteur d'énergie. Il est stockable, il y a des réserves de stock sous terre, des réserves de gaz très importantes, en particulier en Touraine. Donc c'est un service qui peut nous rendre, en particulier soit pour le chauffage, soit pour produire de l'électricité. Il est utilisé pour le chauffage et pour la production d'électricité, mais il sert aussi, et ça c'est un peu catastrophique pour le moment, à la production d'hydrogène pour l'industrie chimique. Donc il serait aberrant d'utiliser l'hydrogène du gaz pour faire tourner des voitures électriques. Mais pour l'industrie chimique, pour l'instant, c'est l'hydrogène le moins cher, en attendant l'hydrogène vert. Et le comprimer, le gaz peut aussi servir pour les transports. Enfin, il faut signaler que maintenant, on essaie de développer du gaz par fermentation, du biogaz, qui pourra être mélangé à ce gaz. Et je peux ajouter aussi que on peut très facilement mélanger de l'hydrogène au gaz pour chauffer, en particulier pour faire tourner des turbines pour fabriquer l'électricité. Alors le nucléaire maintenant. Le nucléaire, il a beaucoup d'avantages importants et il a quelques gros inconvénients aussi que nous allons évoquer rapidement. Il a un coefficient de charge élevé, c'est-à-dire qu'il peut tourner même s'il n'y a pas de vent, il peut tourner même s'il fait nuit, même s'il fait froid. Il utilise une source d'énergie qui est très concentrée, l'uranium 235, 1 gramme d'uranium équivalent à 1 tonne d'équivalent pétrole. Vous vous rendez compte la différence? C'est le kilowattheure, on l'a vu tout à l'heure, le plus décarboné, en France tout au moins. Mais aussi dans les pays qui utilisent des centrales nucléaires. La durée de vie des installations est élevée. Elle a été fixée au départ à pratiquement 40 années, mais de façon théorique. Et on se rend compte qu'en France et même aux États-Unis, on peut prolonger ces installations et elles produisent à ce moment-là des kilowattheures de moins en moins chers puisqu'on amortit la construction de la centrale sur une durée beaucoup plus longue. Le nucléaire a un coût l'uranium ne rentre que pour 5% dans le coût du kilowattheure, donc le fonctionnement du nucléaire pour faire des kilowattheures est très faible. Maintenant, les inconvénients du nucléaire. D'abord, il demande de très gros investissements, de 3 à 6 000 euros par kilowatt installé, puissance installée. Ce qui suppose que les banquiers qui investissent dans ces installations, ils regardent à 2 fois parce que c'est un pari risqué étant donné la lourdeur des investissements. Deuxièmement, ça a un délai de construction beaucoup plus long que les autres sources d'énergie, 5 à 7 ans. L'EPR est un très mauvais exemple d'une nouvelle technologie nucléaire qui n'était pas qui était un prototype et qui
plus difficile à installer parce qu'il a beaucoup plus de sécurité que les anciens systèmes réacteurs installés précédemment. Autre inconvénient, les déchets nucléaires qui en tant que tels ne sont pas des quantités très importantes. 3% de ces déchets de démantèlement ce sont des déchets qui ont une vie longue et une durée de vie longue et une activité moyenne. Et 0,2% pour ceux qui ont une activité forte et dangereuse. Autre inconvénient, les réserves d'uranium ne sont pas énormes par rapport aux réserves de charbon, par exemple. Et enfin, dernier point, le nucléaire fait peur. C'est une retombée, si je puis dire, des bombes atomiques qui ont terrorisé des populations et spontanément, les gens qui ne connaissent pas grand-chose ont peur de la radioactivité, alors qu'il existe une radioactivité naturelle dans certaines zones comme la Bretagne qui sont quand même non négligeables et qui pour l'instant apparemment ne dérangent pas les populations. Voici un tableau qui vous présente les 10 pays dans le monde qui ont des installations nucléaires significatives. Les tout premiers, c'est exprimé en part de l'électricité qui est d'origine nucléaire. Les deux plus importants, c'est la France et l'Ukraine. Viennent ensuite la Suède et la Corée du Sud. Ensuite, entre 15 et 20%, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. Et enfin, moins de 15%, le Canada, l'Allemagne et la Chine. Puis il y a d'autres pays qui en ont moins de 10%. Enfin, dernières informations sur le nucléaire. 2 pays comme la Chine et l'Inde développent maintenant le nucléaire. Ce sont des partenaires de certaines universités américaines pour des recherches sur le nucléaire, en particulier sur le thorium qui jusqu'à présent n'a pas été beaucoup utilisé pour la production d'électricité. Enfin, il faut le savoir que certains pays envisagent de développer maintenant ce qu'on appelle les SMR, c'est-à-dire des petits réacteurs nucléaires d'une puissance qui est à peu près le tiers d'un réacteur normal, ou moins d'ailleurs, qui sont issus de la technologie des sous-marins ou des porte-avions à propulsion nucléaire. La Russie et les États-Unis sont en train de développer ça, et on pourrait très bien imaginer que la France le ferait aussi. Ce sont des installations qui prennent beaucoup moins de place, qui sont plus faciles à piloter et qui sont faciles à sécuriser. À titre d'exemple, voici un SMR, c'est-à-dire un petit réacteur de type sous-marin atomique ou porte-avions, qui est sur une barge flottante en Russie par la société Rosatom. Et c'est une barge qu'on peut transporter pour aller alimenter en électricité des îles ou des presqu'îles ou des zones qui sont mal desservies. Voici maintenant les principales énergies renouvelables dont nous pouvons disposer par ordre décroissant d'importance. L'hydraulique. Dans le monde, il y a pas mal déjà de barrages qui sont installés. En France aussi, il y a pas mal de barrages. La France produit à peu près 15-16% de son électricité à partir des barrages. Il y a ensuite la biomasse, qui sont des produits comme le bois, les issues du bois, ou des biocarburants, comme on verra tout à l'heure. L'éolien, énergie éolienne, terrestre ou offshore, c'est-à-dire en mer. Le solaire, qui peut être le solaire thermique, c'est-à-dire l'équivalent des chauffe-eau solaires, qui ont un très bon rendement, ou le photovoltaïque, qui utilise l'énergie de la lumière, les photons lumineux. Et enfin, la géothermie et l'aérothermie, qui sont pas mal développés. On passera assez rapidement sur ces exemples. L'hydraulique. L'intérêt de l'hydraulique, c'est une réponse rapide à la demande d'électricité, c'est-à-dire qu'il suffit si on peut dire, d'ouvrir un robinet, d'ouvrir une vanne, et on met en route des turbines qui produisent tout de suite de l'électricité. Ce qui est très intéressant,
On le verra tout à l'heure pour l'intermittence, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de vent ou qu'il fait nuit, on peut utiliser l'hydraulique. C'est une énergie bon marché. Le problème, c'est que l'investissement est lourd et peut perturber l'environnement. Il y a beaucoup de barrages qui ont été réalisés en France qui nous rendent bien service, mais qui probablement seraient beaucoup plus difficiles à installer maintenant parce qu'il faut noyer des vallées et il y a un certain nombre de personnes qui supportent mal ce type d'opération. Il peut surtout servir à stocker de l'énergie. C'est ce qu'on appelle les STEP, stations de transport d'électricité par pompage, par remonter des eaux dans les barrages. C'est-à-dire qu'on peut, aux heures creuses, quand il y a un surplus d'électricité sur les réseaux et que la demande est faible, on peut utiliser l'électricité pour remonter de l'eau dans les barrages. Pour cela, il faut disposer d'un lac en bas du barrage, en plus du barrage lui-même, pour stocker de l'eau en bas et la remonter. Le rendement est excellent. Il exige quand même de réinstaller des réseaux électriques pour ramener l'électricité à ces barrages, mais le rendement est de 60 à 70%. L'inconvénient, production limitée par la capacité du barrage et la pluviométrie. S'il ne pleut pas, on l'a constaté en France certaines années, quand il ne pleut pas assez, les barrages n'ont pas les réserves suffisantes pour produire ce que leur puissance permettrait de faire. Alors, la biomasse maintenant, c'est un peu ce qu'on utilisait depuis, dans notre histoire de France depuis les Gaulois. C'est le bois, le chauffage par le bois, qu'on utilise maintenant aussi pour produire de l'électricité. Il y a des centrales à charbon en France, les dernières centrales à charbon qu'on transforme en centrales à fonctionnement au bois. Et elles peuvent être intéressantes si on y associe ce qu'on appelle la cogénération, c'est-à-dire qu'on produit aussi de la chaleur qui peut servir au chauffage urbain. Le problème, c'est que le stockage du matériau de base pose des problèmes. Il faut récupérer le bois, le transporter, le conditionner. C'est plus encombrant que du pétrole. Et ça produit aussi des cendres. Le deuxième type de produit qu'on peut mettre dans les biomasses, c'est les biocarburants, qui sont soit les diesters issus des huiles végétales, en France c'est l'huile de colza en particulier, ou de l'éthanol, fermentation du sucre de canne ou fermentation de l'amidon des céréales pour fabriquer de l'éthanol. L'inconvénient qui est pas trop grave, c'est que les rendements sont faibles si on les exprime en euros et faibles si on les calcule en kilowattheure. Le problème principal, c'est que ça ne peut pas être très développé. On ne peut pas cultiver que des biocarburants en France, on n'arriverait plus à s'alimenter. Et on ne pourrait même plus exporter du blé, par exemple, vers les pays qui sont incapables de se nourrir et de produire leur blé chez eux. Pour la biomasse, on peut aussi parler du biométhane qui se développe en France, en particulier dans les zones rurales. On transforme en méthane, qui est du CH4, c'est-à-dire un atome de carbone sous lequel sont greffés 4 atomes d'hydrogène, qui est produite par fermentation des déchets organiques. Ça peut être des déchets d'élevage, mais ça peut être même des cultures spécialisées pour ça, qui permettent de sortir un gaz qui contient 70% de méthane, et puis de l'eau, du sulfure d'hydrogène et du gaz carbonique qu'il faut éliminer avant de stocker ce gaz et de l'utiliser. Donc c'est un vecteur d'énergie qui a l'avantage d'être stockable. On envisage même, par exemple en Indre-et-Loire, de le stocker dans les mêmes réserves de gaz que le gaz naturel qui est utilisé massivement à l'heure actuelle. Les investissements sont relativement lourds, 4 500 à 6 000 euros par kilowatt, c'est-à-dire que c'est quand même nettement supérieur aux éoliennes comme investissement, et c'est un peu moins élevé que les réacteurs nucléaires. Une unité en moyenne, c'est 200 kWh, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une centaine d'éoliennes terrestres.
le calcul montre que pour remplacer un réacteur nucléaire, il faudrait quand même installer 750 méthaniseurs quelque part. Inconvénient, transport des substrats et stockage des substrats, c'est-à-dire qu'il faut accumuler et transporter des pailles, des fumiers, du compost, etc. Et il faut écouler les déchets après fermentation. Un des aspects importants, c'est que ça peut être utile comme revenu pour les agriculteurs, d'autant plus que ce biogaz peut être liquéfiable. Au titre de la biomasse, on peut évoquer maintenant la méthanation, qui n'est pas la méthanisation, qui est la méthanation, c'est-à-dire qu'on produit du méthane à partir de gaz carbonique et d'hydrogène. Donc il faut avoir une source d'hydrogène et une source de gaz carbonique. L'intérêt, c'est de créer un gaz moins léger que l'hydrogène. L'hydrogène est très très léger, c'est le gaz le plus léger et qui peut se sauver très facilement par des fissures très très faibles dans les matériaux. Inconvénient, le rendement énergétique est faible, de l'ordre de 30%, c'est-à-dire qu'il faut au moins 3 kWh d'énergie pour fabriquer 1 kWh de méthane par cette méthode. Alors l'éolien maintenant, l'éolien terrestre et l'éolien maritime, enfin offshore. L'éolien terrestre a un coefficient de charge, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui est entre 20 et 25%. Tout dépend de l'endroit où sont construites les éoliennes. Signalons simplement que ces éoliennes, pour l'instant, sont installées aux endroits les plus venteux. Il y a des cartes de France avec les endroits où le vent est intéressant, en bordure de mer en général, ou dans des zones montagneuses. L'inconvénient de l'éolien terrestre, c'est que la production est intermittente. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Ça peut se prévoir un tout petit peu à l'avance en suivant la météo, mais enfin ce n'est pas très très facile. Le coût de l'investissement, lui, est intéressant, il est modéré, il est de 1000 à 1500 € par kilowatt installé. Je dis bien kilowatt, pas kilowattheure, kilowatt installé. À côté de ça, vous avez l'éolien offshore, coefficient de charge qui est pratiquement pas loin du double de l'éolien terrestre. L'inconvénient, c'est que les investissements sont beaucoup plus lourds et qu'on peut perturber les milieux marins. Il y a des grands projets qui ont été étudiés en France, en particulier dans la baie de Saint-Brieuc en ce moment, et qui posent des problèmes parce que on vient perturber la pêche des coquilles Saint-Jacques et la reproduction des coquilles Saint-Jacques, qui est une source de revenus très importante pour les riverains des endroits où on veut installer des champs d'éoliennes. L'éolien, son intérêt, c'est de servir à produire, à mon avis, de produire de l'hydrogène par électrolyse. Le rendement de l'hydrogène par électrolyse est d'à peu près de 50%. C'est-à-dire qu'avec 1 kWh d'électricité éolienne, avec 2 kWh d'électricité éolienne, on peut produire 1 kWh d'hydrogène. Cet hydrogène est stockable et il peut être utilisé, il est de plus en plus utilisé et probablement il va être de plus en plus utilisé, en particulier dans les transports lourds comme le ferroviaire, les camions et peut-être même les bateaux. Problème, raccordement au réseau. Les éoliennes, il faut les raccorder au réseau. Elles sont en général en moyenne tension. Il faut des transformateurs. Et il faut en plus de ça, les Allemands s'en sont rendus compte, il faut régulariser systématiquement la tension électrique et la fréquence électrique qui est à 50 Hz. Comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire est une énergie gratuite. On ne paye pas pour acheter du soleil, on ne paye pas pour acheter du vent. Bon, deux technologies peuvent être utilisées avec le solaire. Le thermique, c'est-à-dire qu'on utilise carrément les rayonnements infrarouges du soleil. C'est la technique du chauffe-eau, qui est un rendement à peu près de 50%, qui
permet de chauffer de l'eau, et même la chauffer à très haute température, puisque les Marocains ont installé dans l'Atlas une centrale thermique, thermique solaire, qui permet de monter de l'eau à 400 degrés, la stocker sous forme de vapeur d'eau à 400 degrés, et qui est utilisée la nuit pour compenser, pour produire l'électricité avec une centrale électrique qui compense la nuit ce que les panneaux photovoltaïques qui sont à côté ne peuvent pas produire la nuit. Voilà. Et à côté de ça, vous avez le photovoltaïque qui a un coefficient de charge, on avait parlé tout à l'heure, de 10 à 20%, mais c'est plutôt tout près de 10%. Mettez-vous en tête qu'un mètre carré de photovoltaïque peut donner une puissance de l'ordre de 0,1 kWh, c'est-à-dire 100 watts. En France, je parle. Soit 10 kWh par an. Alors si vous multipliez ça par la surface de la toiture, il faut des toitures gigantesques quand même pour couvrir l'énergie d'une personne. Il faut au moins 200-300 mètres carrés de photovoltaïque pour produire l'électricité pour une maison individuelle. Et encore, ce sera le jour et pas la nuit. À titre d'exemple, pour le photovoltaïque, j'ai fait faire un devis en 2018 par Engie pour équiper éventuellement mon garage de 30 mètres carrés de toiture orienté au sud. Voilà le coût, quand même 6 000 euros. Après le coût après crédit d'impôt, 6 000 euros. Puissance installée 3 kW, donc 2 000 euros par kilowatt. C'est quand même supérieur à l'éolien. C'est bien sûr inférieur au nucléaire, mais ça ne dure pas aussi longtemps. La durée de vie de l'installation est estimée à 20 ou 25 ans. Production moyenne sur 25 ans, un peu plus de 3000 kWh par an, c'est-à-dire la moitié de la consommation d'électricité d'un ménage. La baisse de puissance est estimée à 0,6% par an, c'est-à-dire que on commence à 3200 kWh, on va terminer à 2800 au bout d'un certain nombre d'années. L'installation est amortie au bout de 15 ans, et avec le bénéfice dégagé pour le reste du temps, les 10 dernières années, on peut à peine tout juste se rééquiper d'un nouveau panneau photovoltaïque. Alors, il faut savoir que le photovoltaïque produit du courant continu, qu'il faut transformer en courant alternatif avec un onduleur, et que les onduleurs, en général, il faut les changer avant une dizaine d'années. Voilà. Ça serait intéressant si vraiment l'électricité commençait à devenir chère et qu'entre autres, les fournisseurs d'électricité faisaient des prix assez élevés pour des tranches d'électricité assez chères pour dissuader les gens de trop gaspiller leur électricité. Alors voilà une utilisation très intéressante, très astucieuse du photovoltaïque. C'est ce qu'on appelle le tracker solaire. Il y en a en Touraine, à Sonzé, vous pouvez le voir. Il a été mis en place en 2017 et c'est une ferme ferme laitière qui a installé ce système-là. Le panneau photovoltaïque suit le soleil en orientation et en altitude. Donc l'été, il se lève tout le temps à l'est, il est orienté à l'est le matin et il termine vers l'ouest le soir. Et pendant la journée, son inclinaison augmente de façon à recevoir perpendiculairement les rayons du soleil. Donc c'est pour ça que le coefficient, avec cette installation-là, le coefficient de charge est intéressant. Voilà les prévisions qu'a donné le fabricant de ce panneau photovoltaïque, de ce tracker solaire à son acheteur, à Sonzé, la ferme de Sonzé. 74 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, 13 kW installés, ça commence à devenir une puissance installée qui n'est pas trop mauvaise. Production annuelle, 27 200 kWh annoncée, avec probablement un déclin de un peu moins de 1% chaque année. Mais enfin, voilà, coût de l'installation,
ça revient à 2700 € par kilowatt installé. Donc c'est plus cher que du photovoltaïque, c'est nettement moins cher que du photonucléaire, du nucléaire. Mais voilà, on trouve des installations de ce style-là dans des zones d'activité en Bretagne en ce moment. Alors la géothermie consiste à aller puiser de l'eau à une profondeur plus ou moins importante sous terre, si possible trouver une nappe d'eau très chaude et soit chauffer des immeubles, soit éventuellement dans certains cas produire de l'électricité. Là ici il y a des exemples que je vous donne, un qui est très récent, qui a été fait dans la région parisienne, au sud de la région parisienne, à Grigny-Châtillon. Donc il y a une nappe d'eau qui se trouve à 1800 mètres de profondeur et l'eau est à 71 degrés. Avec ça, la commune a pu réaliser le chauffage de 10 000 logements individuels en HLM avec un coût du kilowattheure qui est de 6 centimes d'euros en remplacement du gaz qui est utilisé avant. Vous avez aussi la géothermie profonde qui peut faire servir à du chauffage urbain ou un complément de chauffage urbain, ou quand c'est supérieur à 800 degrés, va produire carrément de l'électricité. Et il y a en particulier au Kenya, au bord d'une faille de la croûte terrestre, il y a déjà des installations qui ont été faites de production d'électricité à partir de cette géothermie. Il y a trois centrales qui ont été montées et le Kenya pourrait en installer une trentaine le long de cette faille et deviendrait exportateur d'électricité pour l'Afrique. Donc la géothermie, ça existe, mais ça devrait être beaucoup plus développé. Ça le sera probablement dans les années qui viennent. Voilà, à titre d'exemple, illustration, une photographie de l'installation de Grigny-Châtillon, qui est récente, qui date de 2 ans. C'est la zone de forage. Vous voyez que c'est en zone urbanisée et que ça permet de chauffer des immeubles sans dégagement de gaz carbonique. Là, la géothermie superficielle, ça consiste à récupérer des calories à faible taux profondeur, soit du sol, soit de l'eau qui serait contenue dans le sol, dans les puits. Donc c'est déjà très répandu. En général, ça suppose l'utilisation, quand il y a de l'eau, d'une pompe à chaleur qui récupère les calories de l'eau, c'est-à-dire qui pompe de l'eau qui est à 12, 13, 14 degrés et qui la réinjecte à tout près de 0 degré. Le rendement, en général, est de 4, c'est-à-dire que quand on consomme 1 kWh, on en récupère 4 sous forme de calories. L'avantage, c'est la réversibilité, c'est qu'on peut le faire tourner en sens inverse pour refroidir l'été quand il y a une canicule. Inconvénient, le coût du forage. Voilà un autre exemple de puits canadien, c'est-à-dire que c'est les calories du sol qui permet de chauffer, de climatiser la chapelle Saint-Martin qui se trouve dans l'écoquartier de Tours-Nord. Autre exemple, un salle culturel de Rousiers de Touraine qui est chauffé l'hiver grâce à une pompe à chaleur eau ou eau-air et qui peut être climatisé l'été en réversibilité de la pompe à chaleur. L'aérothermie maintenant, là vous devriez en être familiarisé parce qu'on a de la publicité et des aides de l'État très importantes. Et il suffit d'aller sur internet, vous êtes sans arrêt sollicité par des publicités. Alors c'est vraiment un système très intéressant qui récupère les calories de l'air grâce à une pompe à chaleur. Le rendement moyen est entre 3 et 4. Il est un peu plus faible si l'air à l'extérieur s'approche, la température de l'extérieur s'approche de 0 degré, moyennant quoi, à ce moment-là, il faut un complément de chaleur, soit de l'électricité carrément, des résistances électriques qui apportent un complément, soit si vous avez une chaudière, et en parallèle, une chaudière au fioul est utilisée quand la température descend
en dessous de 0 degré. Donc c'est très intéressant dans les zones où on n'est pas trop loin de la mer, ou en Touraine, dans la région parisienne, etc. C'est moins intéressant naturellement en montagne ou dans les pays nordiques. Le coût d'installation est quand même de 500 à 700 euros par kilowatt installé. Et là, l'effet sur la diminution des CO2 dégagés par rapport à une chaudière est spectaculaire. Alors, nous terminons par le gros problème, à mon avis, de la transition énergétique. C'est le défi de l'intermittence. Comment assurer la fourniture continue d'électricité avec des sources intermittentes, voire même imprévisibles? Le cas extrême, remplacer, je vais le prendre ici comme exemple pour faire comprendre la complexité du problème, sachant que je l'ai simplifié à l'extrême, mais ça fait ressortir les difficultés. Cas extrême, remplacer une source thermique, soit un réacteur nucléaire, soit une centrale à gaz, soit une centrale à charbon, par des éoliennes. Alors je vous rappelle que la source thermique a une puissance moyenne de 1 gigawatt en moyenne, hein, et l'éolienne terrestre, une éolienne terrestre a une puissance de 2 mégawatts. Si on est un peu simpliste et qu'on raisonne uniquement en puissance, on dit il faut 500 éoliennes pour remplacer une source thermique. Il suffit de diviser les puissances, on arrive à 500 éoliennes. Bon. En fait, vous avez vu que le coefficient de charge est très différent entre une source thermique et une éolienne. Donc, en fait, il faut, comme le coefficient de charge est la source thermique est 3,5 fois supérieur à celui de l'éolienne, il faut multiplier donc le nombre d'éoliennes par 3,25 et on arrive à 1634 éoliennes, soit, mettons autour de 1600 éoliennes de 2 kW pour remplacer une source thermique. Voilà. Et on produira avec ça 6,57 TWh par an. Alors, nos éoliennes, nos 1630 éoliennes, qui sont supposées remplacer un réacteur thermique, vont produire leurs 6,57 TWh quand il y a du vent, plus ou moins. Et il faut que le vent ait une vitesse de 15 km/h minimum pour faire tourner les éoliennes. Et à partir, au-delà de 70 km/h, on est obligé de mettre les éoliennes, les arrêter pour les mettre en sécurité. Bon, donc ça fait quand même, pour simplifier, ça veut dire que pendant 23% du temps, en simplifiant sur une année, les éoliennes vont produire de l'électricité, mais elles vont en produire trop, parce que elles vont produire, il va falloir utiliser une partie de cette électricité tout de suite, hein, et le reste, le stocker parce que le transformer en quelque chose pour pouvoir l'utiliser autrement. Il y a donc 5,32 TWh qu'il va falloir stocker. Comment stocker cette électricité? Alors en fait, on peut stocker l'électricité, mais la seule façon de la stocker, c'est d'utiliser des batteries. Donc pour la stocker, il faut transformer de l'énergie d'électricité alternative en continu, parce que les batteries ne fonctionnent qu'en continu, et quand on voudra les réutiliser à partir des batteries, il faudra transformer le continu en alternatif. Bon, et les batteries, ça a des capacités quand même assez limitées, donc c'est pas le meilleur moyen, à mon avis, de stocker l'électricité. Donc ce qu'il faut, c'est stocker l'énergie électrique. Il y a deux façons. La plus simple, on l'a vu tout à l'heure, c'est les stations de pompage dans les réserves hydrauliques, dans les lacs d'altitude. On a vu que le rendement est de l'ordre de 65% si on compte tout, le pompage, mais aussi le réseau électrique d'alimentation.
L'autre solution, c'est la production d'hydrogène par électrolyse. L'électrolyse de l'eau, ça se fait à température assez élevée et le rendement pour y arriver est de 50%, mais après, c'est-à-dire qu'il faut 2 kWh d'électricité d'éolienne pour produire 1 kWh, l'équivalent des 1 kWh sous forme d'hydrogène. On peut aussi utiliser pour les électrolyseurs de l'énergie électrique autre que celle qui viennent des éoliennes. On peut utiliser celles qui viennent de réacteurs nucléaires ou qui viennent du marché de l'électricité de l'importation, parce qu'il y a des périodes de l'année où quand les dépressions passent sur la France, toutes les éoliennes d'Allemagne, de Danemark, de partout tournent, et il y a trop d'électricité, donc le kilowattheure est très bon marché, et si on fait de l'hydrogène à partir de kilowattheure qui vaut pratiquement 0 €, on fait de l'hydrogène qui est bon marché. Compte tenu des pertes de rendement du stockage de l'énergie électrique, avec les STEP, on peut calculer facilement qu'il faudrait à peu près 680 éoliennes supplémentaires pour assurer les pertes de rendement de stockage de l'eau en montagne. Et avec l'hydrogène, c'est-à-dire avec l'électrolyse, comme le rendement est moins bon, il faudrait 1265 éoliennes supplémentaires par rapport à celles qu'on a calculées sur les kilowattheures. Au total, pour remplacer une source thermique d'1 gigawatt sur une année, il faudrait avoir, avec les STEP, 2300 éoliennes et avec l'hydrogène, 2900. Ensuite, des calculs. Pour remplacer 20 réacteurs nucléaires, c'est ce qui est prévu d'après le choix de la France de réduire la production d'électricité à 50% sous forme de nucléaire. Il faudrait installer 46 000 avec les STEP ou 57 000 éoliennes terrestres. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, on doit être en tout et pour tout en France autour de 8000 éoliennes terrestres. Pour sortir du nucléaire tout de suite ou lentement, calmement, il en faudrait 3 fois plus. Voilà. Pour des raisons de clarté, cette simulation est une simplification puisque on n'a pas envisagé d'intervenir avec le photovoltaïque, avec les autres sources d'énergie, mais de toute façon, ces autres sources sont quand même assez minoritaires. En 2014, le gouvernement avait demandé à l'ADEME, l'Agence de l'énergie, de présenter une étude pour avoir une électricité 100% renouvelable en 2050. La conclusion avait été qu'il fallait 50 000 éoliennes. Vous voyez que c'est quand même à peu près le tiers de ce que les calculs précédents ont trouvé, qu'il fallait stabiliser la consommation annuelle d'électricité à 422 TWh alors qu'on a plus de 500, c'est-à-dire qu'il faut diminuer l'utilisation d'électricité, donc il faut diminuer les pompes à chaleur pour le chauffage des maisons, il faut diminuer on ne peut pas développer les voitures électriques, ou les camions électriques, ou les trains électriques. Il faudrait mettre en place 17% de photovoltaïque, ce qui suppose de trouver des surfaces importantes et avec tous les problèmes de régulation de la tension et de la fréquence du courant alternatif qui serait produit par une multitude de petites unités photovoltaïques. Il faudrait développer les compteurs intelligents, ça c'est d'accord, mais il faut quand même que la technologie soit mise au point et qu'elle se caractérise par vraiment des solutions importantes. Et puis la cinquième solution qui était ajoutée, développer l'hydrogène, ça c'est en route. Développer les STEP, c'est-à-dire les stations de pompage, mais il n'y a plus beaucoup de sites aménageables à l'heure actuelle, parce qu'il faut trouver de la place en bas d'un barrage pour faire un lac important, et en général il y a une ville ou des villages en bas.
Et puis la méthanisation ou la méthanation, les rendements ne sont pas terribles, il y a beaucoup d'inconvénients, je ne suis pas sûr que ça marche. Et l'agence de l'énergie a donné un jugement assez sévère à cette solution. En 2014, la ministre de l'écologie a demandé à mettre sous le boisseau ce rapport de l'ADEME parce qu'il était difficilement acceptable par l'opinion publique. Avis de l'Agence internationale de l'énergie, c'est un scénario très risqué. À la limite, 80% de renouvelables serait peut-être plus raisonnable. En conclusion, il faut insister sur 5 points qui sont essentiels. Tout d'abord, l'objectif prioritaire, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier le gaz carbonique, le CO2. C'est-à-dire réduire nos consommations de sources d'énergie fossiles carbonées, que sont le charbon, le pétrole et le gaz dit naturel, qui est en fait un gaz fossile. C'est la priorité, plutôt que de privilégier ou même d'interdire a priori l'une ou l'autre source d'énergie. Plutôt même aussi que de réduire encore a priori notre consommation d'énergie. Car, en effet, la majeure partie de nos consommations d'énergie finale, c'est-à-dire le chauffage, les transports, les dépenses alimentaires, tout cela nécessite un minimum d'énergie en dessous duquel il est très difficile de descendre. De ce point de vue, tout investissement devrait prendre en considération la réduction du CO2, du gaz carbonique. Je prends un exemple. La même somme investie dans une pompe à chaleur réduit rapidement et très significativement le CO2 émis, alors que la même somme investie dans des panneaux photovoltaïques, elle, n'aura aucun effet, car l'électricité en France est déjà très décarbonée. Ensuite, il faut sortir au plus vite de l'utilisation du charbon. Celui-ci est notre ennemi principal. C'est l'énergie malheureusement la plus abondante, la moins chère, mais la plus polluante. Pour cela, il faudrait rapatrier rapidement de Chine vers l'Europe, vers la France, la fabrication des objets dont la production dégage le plus de gaz carbonique. L'exemple le plus flagrant, ce sont les batteries des voitures électriques. Il en est de même d'ailleurs pour d'autres produits. Il faut bien nous rendre compte que maintenant, l'énergie finale va être l'électricité, aussi bien pour le logement que pour les transports, ou éventuellement pour la production d'hydrogène. Il y a ensuite la question des matériaux et terres dites rares qui entrent dans la fabrication des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou des piles à hydrogène. Les réserves de tous ces composants ne sont pas illimitées. Il en est de même pour des matériaux qui nous paraissent très abondants, comme le sable ou le ciment. En général, des matériaux de construction. Il faut savoir, par exemple, que rapporté au kilowattheure produit en électricité, le béton consomme pour la production des éoliennes 10 fois plus de CO2 que le même kilowattheure produit par des énergies thermiques, genre pétrole, charbon ou nucléaire.
Autre conclusion, nous manquons beaucoup d'approches économiques sérieuses et globales, intégrant tous les coûts de fabrication, depuis la fabrication des éoliennes, des photovoltaïques, des centrales, etc., de tous les matériaux, des frais de transport et de la durée de vie des installations. Enfin et surtout, il faut avoir conscience que la transition énergétique concerne toute l'humanité. L'Europe, au sens large, l'Asie et l'Amérique. Et en Amérique surtout les États-Unis. Si la France seule réussissait rapidement à réduire ses émissions de gaz carbonique, et si dans le même temps la Chine, l'Inde et les États-Unis ne faisaient rien, la Terre continuerait de se réchauffer. De plus, cette transition, il n'est pas faux de se la cacher, nous coûtera cher, à la fois financièrement, mais aussi du point de vue comportemental. Il va être indispensable de vivre autrement. C'est ce qui sera le plus dur à adopter, à réaliser et à faire adopter par la majorité des peuples et des nations. Oui, ce sera difficile pour tout le monde. C'est pour cela que la concertation et la solidarité de tous les pays devient indispensable. Il nous revient à tous de prendre au sérieux les COP, en particulier la COP 21 qui a eu lieu à Paris, COP qui réunissent régulièrement presque tous les États de notre planète Terre. Je vous remercie pour votre attention.